Master en art au Harrington College de Design. Ça, c'est un peu stylé, quoi. Pour Lancôme, qui avait un bouquin de formation qui faisait à peu près 300 pages pour former les beauty advisors en magasin. Okay. Et on m'a dit, tiens, tu prends ça, ton objectif, c'est d'en faire un outil digital. C'est des sites qu'on faisait dans plus de 70 langues. Ouais. Un sacré sujet, on faisait du coréen et tout ça, la relecture c'était sympa. Et en fait, plus tu as l'effort collectif qui est fort, plus tu vas réussir un rebranding. Ce qui est hyper important juste avant ton rebranding, c'est de créer le momentum. Bienvenue Rémi dans cet épisode du Climb Podcast. Ça fait très plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait, qu'on voulait faire cette session-là. On attendait le bon moment. Il y avait pas mal de momentum de ton côté aussi d'un point de vue travail. Donc on va en parler. En tout cas, très content de t'accueillir dans cet épisode avec un nouveau format, avec mon associé Lénaïque qui me rejoint pour l'exercice. Donc très content aussi de tester ce mode de discussion à trois. On va voir un petit peu ce que ça donne. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on échange et qu'on parlait de se faire ce podcast. Donc, ravi d'échanger et de découvrir vos questions. Du coup, je vais te présenter. Tu me diras si j'ai oublié quelque chose. J'ai pris mes petites notes, j'ai fait mes petites recherches. Rémi Grousset, master en art au Harrington College de Design. Ça, c'est un peu stylé quand même. Ça, c'est très stylé. C'est le premier truc que j'ai découvert sur à toi. Chicago, ouais. En regardant ton parcours. Parcours après construit, intersection du web, marketing, communication digitale. D'abord en agence chez Sweet Punk. Tu vas nous en parler, nous dire un petit peu ce que tu as pu faire là-bas, ce que tu as découvert dans le monde de l'agence. Et puis après, tu es passé chez Malte pendant 5 ans et demi avec plusieurs postes. Brand Project Manager. Et puis après, Head of Brand, ce qui t'a amené à Brevo, poste que tu occupes maintenant depuis quelques mois, où tu as un poste un petit peu hybride, mais très important dans tout ce qui se passe pour Brevo et notamment ce qui vient d'arriver avec la levée dont on va parler. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce parcours ? Oui, bien sûr. Alors, ce que tu pourrais avoir oublié, c'est peut-être photographe sur mon temps libre. Et très impliqué dans une association aussi parisienne dédiée à la photo argentique. Okay. Ah oui, photo vraiment roots, quoi. Ouais. Okay. Sur plein de formats, la chambre, moyen format, développement, tirage. Donc ça, c'est un peu mon hobby. Okay. Aussi, qui est lié aussi à l'image et à l'identité de marque. Et tu fais un style de photo particulier ? Principalement noir et blanc, plutôt street photographie. Okay. Je me cherche encore, parce que j'aimerais y dédier plus de temps. Okay. Mais j'ai rejoint ce collectif il y a quelques années et on essaye justement aussi de développer une marque. On vient d'ouvrir un nouveau labo, donc c'est un petit side project. Trop bien, en effet. Hyper intéressant aussi, ouais. Il faudra que tu nous partages un petit peu ton portfolio de photographe. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire sur le parcours ? Mon parcours, j'ai essayé de me le créer, je pense. Donc moi, je viens de célébrer mes 37 ans. J'ai grandi au Sable d'Olonne, une petite ville en Vendée, qui est plutôt connue pour le Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire. Mais moi, j'étais plutôt orienté surf, skate, qui aussi a eu un vrai impact, je pense, sur mon développement personnel en tant que personne, vraiment, et comment aujourd'hui je vois même mon rôle de manager ou dans une société. On peut faire un épisode dédié là-dessus, si vous voulez. Okay. Notamment autour du skate. Et après, plutôt un parcours orienté vers la vente. Moi, j'ai tout de suite voulu faire de la communication ou de la photo. On m'a plutôt orienté ou conseillé aussi avec mes parents. C'était moins trendy de faire de la communication. Okay. C'était un parcours un peu moins sûr. On m'a dit fais de la vente et après tu pourras toujours te réorienter. Donc je suis parti à Poitiers. J'ai fait un premier DUT technique de commercialisation qui était hyper intéressant parce que ça te permet justement de voir déjà pas mal de choses dans comment fonctionne une société. Tu fais de la finance, tu fais de la comptabilité, de la négociation. Donc ça, c'était hyper intéressant. Un peu de communication aussi. Après, j'ai continué le parcours à l'INSEC à Bordeaux. Okay. J'ai essayé d'éviter le Paris au maximum parce que je savais que j'allais y terminer, donc y finir. Business School à Bordeaux en stratégie marketing.
C'est à travers ce parcours-là aussi où moi j'ai pu faire une année sabbatique. Donc pour aller tester aussi, j'ai pas pu faire d'alternance où j'y avais pas pensé. Donc je me suis dit comment je peux aller me tester en entreprise, voir vraiment comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un premier test chez Decathlon à Hendaye, chez Nabéji, toujours près de la mer, parce que franchement, Decathlon, ils sont bien là-bas. Après, je suis parti à l'étranger, aussi en Indonésie, toujours près de la mer, pour découvrir aussi une nouvelle culture, partir seul et puis découvrir le monde. C'était important pour moi de faire ça. Parce qu'on sait qu'après on est vite pris aussi dans le rythme du travail, de la carrière, donc j'avais besoin de ce temps avant de me dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et puis cette opportunité de Harrington College of Design aux États-Unis, Chicago, c'est toujours un dream, je trouve. Les États-Unis, ça fait rêver, ils sont super forts en marketing. Et c'était justement pour moi l'occasion d'aller tester et d'angler un peu plus aussi mon profil sur du branding, du design, de la créativité. Et après ça, Paris, forcément. Donc j'ai fini mes études à Paris. Mon dernier stage, je me suis dit, je viens à Paris, j'y reste 3 ans parce que c'était là aussi où l'écosystème, alors à l'époque, on parlait plutôt d'agence web, c'était les débuts. C'était vraiment là l'épicentre en fait et où c'était très dynamique. Donc je me suis dit, j'y viens. J'y reste 3 ans et puis aujourd'hui ça fait presque une quinzaine d'années. Il y en a plein d'autres qui pourront témoigner d'un parcours similaire. J'y reste un petit peu et j'y suis toujours. Et donc de là, premier parcours agence, plutôt en web, chef de projet, hyper intéressant. Mon premier sujet, ça a été sur la digitalisation, parce qu'il fallait à l'époque justement commencer à rendre ça plus scalable. Et c'était pour Lancôme, qui avait un bouquin de formation qui faisait à peu près 300 pages pour former les beauty advisors en magasin. Okay. Et on m'a dit, tiens, tu prends ça, ton objectif, c'est d'en faire un outil digital. Okay. Donc j'ai appris comment se maquiller, les zones T, choisir la bonne couleur et tout. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a fait une version iPad pour les États-Unis, une version web pour la France. Et on a même développé aussi tout un système de points, donc réfléchir comment on pouvait engager les employés de chez Lancôme à se former sur leur temps libre aussi. Donc on avait mis tout un système en place de reward, hyper intéressant. Donc ça, c'était vraiment mes premiers projets, très très web. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, comment on va chercher encore plus de créativité. Donc là, j'ai rejoint une première agence qui s'appelait Bigger Band, agence à taille humaine, c'était à peu près 15 personnes, qui était un mix entre un studio créatif et toujours digital, où là, on était vraiment sur l'expérientiel, avec beaucoup de clients luxe. Nespresso, Dior, Chanel. Nespresso, je les mets dans le luxe parce que je trouve qu'à l'époque, ils avaient vraiment un positionnement plutôt luxe sur le café. Dior, Chanel, qui m'ont appris l'exigence et qu'un pixel est un pixel et qu'une taille de typo est une bonne taille de typo, respecter des guidelines. Et ce qui était hyper intéressant avec les marques de luxe, c'est qu'il y a cette exigence, mais il y a aussi cette volonté d'être créatif et de pousser l'innovation. Typiquement pour Chanel, ils avaient tous les mois un magazine qu'ils envoyaient, donc papier, à leurs plus gros clients. Donc c'était vraiment pour mettre en avant des nouvelles collections. Et nous, le but, c'était de le digitaliser pour le rendre disponible au maximum de clients possible. À l'international, donc c'est des sites qu'on faisait dans plus de 70 langues. Ouais, un sacré sujet. On faisait du coréen et tout ça, la relecture, c'était sympa. Mais l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher l'innovation. On n'était pas dans la performance, on était vraiment dans l'image de marque. Et il y a 2 exemples sur lesquels nous, on s'est vraiment éclaté une fois. Donc, ils avaient travaillé avec un artiste qui avait créé tout Paris en papier. Et nous, on s'est dit comment on arrive à recréer cette expérience, le rendre hyper immersif aussi. Et on a créé, donc il y a plus de 10 ans de ça, une expérience WebGL
où on a refait Paris, on a travaillé la Seine, les textures d'eau. Et en fait, l'utilisateur pouvait naviguer dans Paris pour aller découvrir les différentes sections. Trop bien. Donc ça, c'était hyper intéressant sur la créativité, aller chercher aussi les limites de la technique à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, WebGL, en fait, même dans Wix, tu peux en faire. Mais avant, il fallait passer par de la 3D, de l'intégration, trouver les bonnes stacks. Donc ça, c'était hyper intéressant. On a travaillé aussi, ils avaient une opération qui s'appelait jour-nuit. Et en fait, on avait fait l'iPad, quand tu le retournais dans un sens ou dans l'autre, tu passais du jour à la nuit. Enfin, voilà, C'était hyper intéressant. Après, je suis resté 3 ans. Je suis arrivé chez Sweetpunk, comme tu l'as dit. J'avais oublié une agence au milieu. Non, pas de souci. On leur fait un petit bonjour à Bigerman. Et donc Sweetpunk, qui était une agence très créative, très orientée brand aussi, avec des gros clients comme Ariane. On a fait des grosses opérations avec eux, qui étaient hyper intéressantes. Et là, pareil, en fait, donc j'étais plutôt chef de projet. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément appris. Parce que quand tu es à la gestion de projet, tu es à la fois très proche du client. Parce que ton but, c'est de comprendre ses besoins, ses problématiques, de connaître sa marque et comment tu peux l'aider. Et tu es aussi à la fois très proche des créas, des développeurs, des stratégistes, des social media managers. Et toi, ton but, c'est de faire en sorte que tout fonctionne de la meilleure manière. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a permis aussi, je pense, de développer une vision qui était assez 360. Chez Sweetpunk, on a mené énormément de projets. Ça a été, par exemple, des OP. On a fait des web documentaires pour les produits laitiers. Donc, on est allé tourner à la ferme. On a fait 2 opérations. De ce web docu, on s'est dit comment on peut l'amener au Salon de l'Agriculture. Donc, on a refait une expérience immersive au Salon de l'Agriculture. On a fait des campagnes social media pour Red Bull, beaucoup de brand awareness autour de Ariane sur des lancements. On a fait des vinyles dédiés pour le 100e lancement d'Ariane, des actions street marketing. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir en fait toute la palette, aussi bien technique que créative, qui existait. Donc j'ai passé plus de 3 ans là-bas. J'ai fini directeur de clientèle pour accompagner justement nos clients et réussir à développer sur le long terme aussi des stratégies. Mais il y a un truc qui me titillait encore, qui me manquait. Parce qu'en fait, déjà, je trouve que l'agilité cérébrale, elle est hyper complexe en agence. Et je trouve que c'est assez formateur. Aussi, mine de rien, parce que le matin, tu es sur un AO pour une refonte d'identité de marque. 2 heures après, tu es sur un recettage de site. Et l'après-midi, tu es en train de programmer tes campagnes social media pour un autre client, quoi. Donc, l'agilité, elle est quand même assez intense, mais très formatrice. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de construire des briques pour des gens qui font des maisons. Mais je vois jamais les maisons. Et moi, j'ai envie d'aller chercher le blueprint, de travailler avec l'architecte, de choisir les matériaux et de préparer les agrandissements. Donc, c'est pour ça que je suis passé chez l'annonceur. J'étais pas prêt à aller dans une entreprise qui était trop grosse, un peu en mode paquebot, dans lequel je pense j'aurais peut-être eu moins d'impact. Et donc, c'est pour ça que tu es venu me chercher et j'ai décidé de rejoindre le dark side, le côté annonceur, pour justement être toujours dans un environnement qui est très dynamique. L'environnement startup, scale-up, c'est quand même intense. Malte, à l'époque, c'était 100 personnes. Quand je suis parti, on était quasiment 800, 5 ans plus tard. Donc, l'impact, il y en a eu. Et quand tu es dans une équipe marketing de 5-7 personnes au début et qu'au final, elle finit aux alentours des 30-35 personnes, tu sais que tu as eu un impact. L'avantage, c'est que tu es aussi au contact direct de toutes les équipes
que ce soit le produit, le support, la finance. En fait, il y a une certaine agilité. Je pense qu'on retrouve peut-être moins dans des grosses sociétés ou des organisations vraiment de taille. Je pense que 10 000, 15 000, là, tu commences à... Quand tu veux parler directement au CFO, c'est peut-être plus compliqué. Donc c'est pour ça que, en fait, pour moi, c'était le bon cadre, la bonne agilité, la bonne motivation. Donc je suis resté 5 ans là-bas. Et cette opportunité de rejoindre Brevo s'est présentée. Ça va faire bientôt 1 an là. C'était le bon moment pour moi de me rechallenger, d'aller chercher des nouveaux objectifs. J'avais envie en fait de ressortir aussi de ma zone de confort, découvrir une nouvelle industrie. Et donc j'ai pris ce rôle de Brand and Com Director chez Brevo. Avec dans mon périmètre, donc il y a brand, développement de la marque, communication, social media et web. Plutôt sur la partie design et expérience utilisateur. Scope assez large du coup. Ouais. Scope assez large, ouais. Et tu arrives à un momentum où en plus il se passe un événement financier, tu peux nous en dire plus et un peu quelle trajectoire ça va créer chez Brevo et du coup comment toi tu perçois un petit peu tout ça? Ouais, bien sûr. Donc Brevo... Anciennement Sending Blue. Anciennement Sending Blue. Donc c'est une société française qui a été créée en 2012 par Armand Tiberge. C'est un peu un underdog, puisque c'est quand même un centaure. On est plus qu'un centaure, double centaure, parce qu'on fait quasiment 200 millions d'ARR. Okay. On est aussi une licorne. En décembre, on a atteint le milliard. Adoubé. Le statut Le officiel. statut licorne a été là et qui a récompensé tous les efforts de ces 10 dernières années. C'est aussi une boîte qui arrive à croître à plus de 20% par an. Donc un environnement hyper dynamique, hyper fort. Donc Brevo, c'est une customer platform qui te permet justement de développer ta relation et ton engagement avec tes clients à travers différents canaux. Donc ça peut être l'emailing, et c'était le statut, c'est comme ça qu'a commencé Sending Blue et Brevo. La première brique. La première brique, c'était vraiment l'emailing. Et au fur et à mesure, ça s'est développé parce qu'au final, on veut vraiment aller chercher de l'omnicanalité. On se rend compte que les modes de consommation et les modes de communication aussi évoluent. Donc on a développé au fur et à mesure le SMS, le WhatsApp, la notification. Et aujourd'hui, on a même le Smart Loyalty et la fidélité, une carte de fidélité. Donc le but, c'est d'être capable de communiquer avec ton client au bon moment, au bon endroit, en fonction du client. Et du type de business aussi, parce que du coup, peut-être, vous êtes sur des business digitaux. L'email, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez des business physiques? La carte de fidélité, c'est peut-être plus proche de cet environnement. C'est quoi votre typologie de client, ou ça reste vraiment du SaaS, des logiciels, des outils très web? C'est principalement des outils web. 90% de nos 600 000 clients, c'est du SMB. Okay. Et après, donc nous, on est aussi en train de développer justement toute la partie mid-market. Okay. Et le but de Brevo, c'est toujours de se dire, on veut aider every business, enfin tout le type de business, que ce soit l'association... Typiquement, nous, on utilise Brevo. Une association, un business que tu viens de monter, une boîte qui a jusqu'à 10 personnes, ou KFC. Ok. Comment tu aides ces entreprises-là à communiquer du coup et à toucher leurs clients au bon moment, au bon endroit? Il y a beaucoup de data. C'est hyper important. C'est le cœur. Sans information, tu peux difficilement trouver le bon moyen d'atteindre ces clients-là. Donc, la data, c'est vraiment une pierre angulaire de ta communication pour te dire, en fait, je sais à quelle heure je dois envoyer mes campagnes en fonction de mes utilisateurs. Nous, on a développé une IA aussi en interne, donc on utilise l'IA énormément. C'est un peu indispensable aujourd'hui, qui s'appelle Aura. Qui a pour but justement aussi de te faciliter la vie, que ce soit dans l'emailing, dans le choix de tes sujets d'email, dans tes heures d'envoi ou dans ton automatisation. Le but, c'est que nous, avec cette IA, on puisse prendre le relais pour faciliter en fait ta communication.
améliorer la performance de tes touchpoints pour aller justement chercher au bon moment le bon message. Ok. Et typiquement, comment on arrive à toucher ces utilisateurs? Avec KFC, on a réussi à développer donc, tout ce qui est fidélité. Et là, l'idée, c'est de réengager les personnes pour les faire revenir, leur mettre en avant les offres. Et en fait, c'est toujours la même chose. Plus tu as la connaissance de ton client, plus tu as de la data, plus tu peux personnaliser en fait, l'expérience de chaque utilisateur. Plus c'est pertinent. Exactement. Je me suis noté 3 points quand tu nous racontais pas mal de choses là. Il y avait un point sur lequel je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure qui est important et je pense que comme il y a pas mal de designers plutôt juniors ou même des chefs de projet qui souvent écoutent le podcast, qui m'envoient des messages, ça m'a intéressé tel parcours, etc. Je trouve que c'est important dans tout ce que tu as raconté par rapport à ton parcours, un des bons learning, c'est que en fait, les choses prennent du temps. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant parce qu'on se pose souvent la question de comment on fait pour devenir head of brand, par exemple, dans une boîte comme Brevo. Et en fait, comme tu as expliqué tout ce parcours et que tu es passé par différentes strates qui t'ont amené petit à petit en fait, à comprendre certains scopes, à avoir une vision plus large, à comprendre les métiers spécifiques, tu vois, grâce à ton passage dans les agences, etc. Et je trouve ça, c'est un bon reminder que voilà, quoi, tu ne peux pas sortir d'école de commerce et puis te dire, voilà, je vais avoir un job comme ça, en fait, en claquant des doigts, entre guillemets. Même si je trouve qu'en revanche, tu peux très bien rejoindre une startup qui est un peu dans cette phase de scale-up et avoir l'opportunité de grandir avec elle, comme ça a été un peu ton cas avec Malte, et puis du coup, ça t'a permis de transitionner avec Brevo. Donc je trouve ça, c'est super intéressant comme learning, tu vois, je me suis fait la réflexion quand tu l'expliquais. Et La multitude de clients aussi, je trouve que c'est La important. multitude Tu as de parlé clients, de ouais. plein de clients et comment tu passes de Lancôme à Brevo. Les objectifs, c'est pas les mêmes, les environnements, c'est pas les mêmes, et pourtant, tu as réussi à faire ça. Donc, en effet, je trouve que c'est très intéressant dans ton parcours de voir un petit peu tous ces points-là et comment, en le racontant très bien en plus, tu montres comment tu as réussi à créer un chemin cohérent au milieu de tout ça. Et, Ouais. Donc ça, très vraiment intéressant. super intéressant. Et après, sur la partie de Brevo, ce qui m'intéresse, il y a 2 questions qui me viennent. Il y a une partie où on a parlé, donc en effet, il y avait le momentum de licorne. Il y a aussi le tour de financement de 500 millions qui n'est pas passé inaperçu il y a quelques semaines à peu près. Un mois peut-être, je ne sais plus, par là. Décembre, ouais. Décembre, fin décembre. Et donc ça, c'est une première question qui me vient un peu. C'est une question un peu naïve que je me pose. C'est qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent de manière générale? Pourquoi les entreprises lèvent des fonds dans certains cas ou font des tours de financement, etc. Donc ça m'intéresse, cette partie-là. Et je mets ma deuxième question pour ne pas l'oublier. C'est après, du coup, ton rôle en tant que head of brand par rapport à quand tu as rejoint et maintenant avec ce nouveau tour aussi de financement, comment il évolue et quel est vraiment ton scope, quoi? Parce que moi, je me pose la question quand même. Qu'est-ce que fait un head of brand dans une boîte où il y a quasiment 1000 personnes, je crois, chez Brevo? Ouais, 1000. Donc, voilà, donc 2 questions. Mais commençons par la partie tour de financement. C'était juste pour ne pas l'oublier. Voilà. Tour de financement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, on célèbre. C'est Je une pense bonne que chose. c'est assez important. C'était vraiment pour Brevo la fin d'une étape. Ça fait 10 ans que ça existe, mais c'était vraiment la récompense d'engagement, d'effort sur notamment 5 ans en fait, depuis la dernière levée. Donc déjà, on célèbre. On prend le temps de regarder tout ce qu'on a réussi à accomplir et on se dit qu'avec des croissances à 20% par an sur 5 ans, on a déjà fait un bon taf. Vous avez vraiment pris ce temps-là? C'est vraiment, tu as senti un moment? Parce que moi, j'ai vécu des levées de fonds aussi, et on s'était dit, on célébrera, et en fait, on n'a pas eu le temps, parce qu'on était tout de suite orienté. Est-ce que toi, tu as vraiment senti venez, on prend un petit peu de temps? Est-ce que l'entreprise a fait quelque chose pour valider un petit peu ce momentum-là? Ou c'est un sentiment personnel de j'ai regardé à titre personnel un petit peu le chemin parcouru? Un peu des deux. Après, le timing faisait qu'on avait des belles opportunités pour le célébrer. C'est Donc, vrai. la soirée de fin d'année, en fait, on l'a fait principalement autour de la licorne. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu Armand déguisé en licorne. Et là, on a fait un off-site justement début janvier, donc pour se dire super, on a réussi tout ça. Maintenant, comment on va chercher 2030 quels sont les objectifs? Donc c'est ça, en fait. Déjà, avec ce tour de financement, les premières choses à se dire, et les questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on veut renforcer ce qu'on sait faire?
Est-ce qu'on veut aller chercher une expansion internationale? Nous, c'est plutôt le cas. Brevo, aujourd'hui, on est principalement présent en France, en Allemagne et aux US. On est aussi disponible dans plus de 70 pays. Enfin, aujourd'hui, n'importe qui peut souscrire à Brevo. C'est du self-service. Mais aujourd'hui, comment on arrive à accélérer, en fait, notamment en Allemagne, à renforcer, parce qu'on est déjà assez connu, mais le marché allemand, c'est quand même un marché assez complexe. Donc, comment on va chercher aussi des nouveaux clients, des paniers moyens qui sont plus élevés. Et les États-Unis, ça c'est vraiment un gros enjeu. C'est un marché ultra compétitif. Tous nos compétiteurs les plus forts sont quasiment américains. Si je mentionne Mailchimp, HubSpot, je pense que déjà dans la tête des gens c'est assez connu. Donc toi quand tu arrives et tu dis on est une solution européenne, française et on vient conquérir le marché, tu pars déjà avec quelques challenges. En plus de ça, tout ce qui est communication, en fait le pays est tellement grand. Donc, il faut se poser les bonnes questions sur quelle est la stratégie. Est-ce qu'on va chercher plutôt des États, des épicentres sur lesquels il y a vraiment des centres d'activité business qui nous intéressent sur des industries? Ou est-ce qu'on fait vraiment du mass market? Mais là, si tu fais du mass market, il faut que tes budgets soient quand même conséquents. Donc, tu te poses toutes ces questions au départ pour te dire comment on le dépense et comment on l'utilise efficacement. Toujours en gardant en tête l'idée de il faut que ça supporte le business, mais il faut aussi que ça supporte la marque et mes objectifs sur le court et long terme. Ouais. Ça me fait penser du coup à une question, je pense, qui peut être intéressante aussi pour des personnes qui ont peut-être le même job que toi dans d'autres boîtes et dans des circonstances similaires. Mais lié à cette question un peu de budget, c'est quoi un peu tes tips pour piloter un budget dans une boîte comme Brevo? Sur ton scope à toi. Le premier tips, pour moi, c'est vraiment quel est ton always on. Quelles sont tes fondations? De quoi tu as besoin tous les ans pour que la machine elle continue de tourner? Okay. Tu as du RP, qui est souvent la fondation. Tu as tout ce qui va être tes dépenses potentiellement en médias. Donc, c'est vraiment, tu te dis, OK, quelle est ma fondation, mes essentiels, ma base pour que je puisse faire la même chose l'année prochaine. Okay. Si je dois faire plus, comment ces essentiels, il faut que je les renforce. Et après, c'est quelle stratégie je peux mettre en place pour aller chercher les bons objectifs en fonction des marchés. Il y a un truc qui est toujours intéressant à faire, c'est d'aller voir les GM quand il y a des GM dans les marchés et tu leur dis l'année prochaine, si on doit faire une chose, c'est quoi? Pour quelle audience? Pour quel ICP? Est-ce que c'est mid-market? Est-ce que c'est SMB? Si on doit faire qu'une chose, c'est quoi? Et en fait, après, quand tu construis tes budgets, il faut les faire de manière assez globale pour aussi, moi, je trouve, te laisser parfois un peu de flexibilité. Donc, il faut aller chercher tes gros piliers, tes gros accélérateurs. Et derrière, ce qui est hyper important, c'est d'aller chercher de l'engagement auprès de tes stakeholders. Des personnes qui vont derrière dire oui, moi, il faut qu'avec Rémi et sur la brand, on aille faire ces actions, on aille dépenser ce budget parce que ça aura un impact et d'y aller collectivement. Ça, c'est hyper important. Et c'est surtout, le tip, c'est de se dire c'est un investissement. Et surtout sur la marque, c'est hyper difficile le c'est ROI. assez difficile le ROI. Surtout dans un environnement startup, scale-up, performance marketing, c'est le roi. Oui. Tu dépenses 1 euro, tu sais si tu as gagné 1,10 € ou si tu as perdu 10 centimes. En marque, c'est des temps longs. Généralement, tu vas mesurer l'état des lieux de ta marque, ton awareness tous les 6 mois, si tu le fais vraiment régulièrement, tous les ans. Et comment tu le fais, ça? C'est intéressant. Nous, on le fait à travers des études de notoriété. Ok. Qui te permet justement de te dire est-ce que ta marque est connue, donc tu as ton top of mind, ta notoriété assistée. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est d'aller voir aussi, de prendre le pouls sur le marché, sur la compétition. Je prends un exemple assez concret. Chez Malte, la dernière étude de noto qu'on a fait,
on a vu que Fiverr, donc ça on l'avait ressenti parce qu'on voyait que Fiverr commençait à faire de la communication. Donc Malte, c'est marketplace de freelance, comme ça je repose un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on voyait que Fiverr commençait à venir en France de manière assez agressive. Et en fait, en un an, ils ont pris plus 5 points de notoriété. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant quand tu fais ces analyses de notoriété, de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est OK avec le fait qu'ils arrivent et ils vont prendre potentiellement plus de share of voice sur le marché, ou non, on leur laisse 0 place et tu as des chiffres pour dire en fait l'année prochaine, attention, il y a Fiverr qui arrive fort, est-ce qu'on multiplie les investissements pour faire en sorte qu'on reste top of mind ? On avait un peu de marge. Donc, on a pu essayer de limiter l'ascension de Fiverr en France. Après, ils ont des gros moyens, donc c'est quand même assez complexe. Mais ça te permet de prendre le pouls, notamment sur ta marque et sur aussi ton positionnement, ta perception. Ça, c'est hyper important. Nous, typiquement, là, on a des objectifs sur Brevo l'année prochaine, c'est d'être notamment accessible, innovant. En fait, dans cette étude de Noto là, qu'on va faire justement sur Q1, on va mettre des questions. Est-ce que vous percevez Brevo comme une marque innovante, accessible ? Et là, tout de suite, tu vois, est-ce que ton message, ton produit et ton identité de marque est lié à ça, en fait ? Très intéressant, mais du coup, il y a une question qui me vient simplement parce qu'on se dit que les études de notoriété, c'est pour les grandes entreprises. Et à partir de quel moment tu penses que c'est intéressant d'investir là-dessus ? Parce que c'est un des moyens de justifier quelque part tes dépenses de brand et d'expliquer pourquoi tu le fais, là où pour beaucoup d'entreprises, c'est pas forcément très clair. Et à quel moment, toi, tu t'es dit, OK, là, j'ai envie de voir vraiment l'impact de ce que je fais, et du coup, je commande une étude de notoriété. À quel moment ça te paraît être important de le faire, ou opportun, en tout cas ? Je pense que... Alors déjà, pour moi, il faut investir dans la marque dès le départ. Quand tu montes une entreprise, il faut investir dans la marque. Ça ne veut pas dire dépenser des millions, mais déjà se poser les bonnes questions de quelle est ma vision, quelle est ma mission, quelles sont mes valeurs, quel est mon tone of voice. En fait, ça va déjà te permettre de créer une cohérence et de travailler justement en fait, cette fondation de marque. En fait, quand tu crées une marque, tu crées une personne. Est-ce qu'elle est plutôt cool ? Est-ce qu'elle est plutôt sérieuse ? Est-ce qu'elle t'inspire confiance ? Est-ce qu'elle te donne envie de te dépasser ? Donc pour moi, une marque, c'est vraiment une personne. Et ça, c'est hyper important. Dès le début, il faut investir et se poser ces questions-là. C'est essentiel. Investir dans des agences comme Climb, quoi. Exactement. Après, je place ça comme ça, quoi. Et après, ça dépend aussi des ambitions et du business. Mais tu peux déjà, quand tu es un freelance, tu es obligé de faire de la marque. Après, c'est plutôt du personal branding. Mais c'est important de se dire comment je me positionne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Peu importe ton business, peu importe ta taille, il faut toujours investir là-dessus. Et après, sur les questions de notoriété, ça dépend de ton business model. Je pense que c'est vraiment quand tu veux commencer à aller chercher des problématiques, répondre à des problématiques auxquelles tu n'as pas les questions. La notoriété, tu peux aussi aller la chercher ou la calculer de manière plutôt tactique, gratuite. Tu peux regarder quel trafic naturel tu arrives à ramener sur ton site versus ton paid. Tu peux faire des petits sondages, envoyer des questionnaires à tes clients sur ta perception, des choses comme ça. Donc, tu peux toujours aller chercher un petit peu des indicateurs. Tes Trustpilot, tes commentaires, est-ce que les gens ils sont plutôt contents ? Est-ce qu'ils ont plutôt des retours ? Quel type de retour ? Donc ça, tu peux aller chercher. Et après, c'est vraiment comment tu veux faire de ta marque un accélérateur business et te dire, OK, j'ai des enjeux de rebranding ou de stratégie de marque. Typiquement chez Malte, c'est pour ça que j'avais rejoint Malte au début. Donc, ils avaient des besoins de travailler, de shifter de marque, de start-up très franco-française à une start-up, à une scale-up plutôt européenne. Parce qu'on allait chercher le mid-market. Donc, c'était important de se reposer les bonnes questions. Le dernier rebranding, il datait de 3-4 ans, je crois. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était une étude de notoriété pour se dire, OK, comment on est perçu ? Quelles sont les attentes aussi ? Quel est l'état des lieux ? Quelles sont les problématiques ? Et derrière, en fonction de ça, on va travailler la marque d'une certaine manière ou d'une autre. Ok. Ça me fait penser à quelque chose. Toi,
est-ce qu'il y a des signaux internes qui te font te dire « Ok, il faut qu'on se rebrand. Ok, il faut qu'on se positionne différemment. » C'est quoi un petit peu les éléments que tu pourrais avoir, les indices dans ton quotidien où tu te dis « Ah, là, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on y réfléchisse. » Bah déjà, je pense qu'il faut toujours se poser cette question. Même après un rebranding. Même après un rebranding, ouais, exactement. Tu vois, typiquement, Brevo donc a fait un rebranding et un gros rebranding parce qu'ils ont changé de nom. Renaming, ouais. Donc, ils sont passés de Sendinblue à Brevo. Il y a eu une petite latence sur justement la partie marque pendant un an et demi. Et au final, moi, quand je suis arrivé, on a fait un peu l'état des lieux, j'ai discuté avec les gens et on s'est rendu compte que dans toute la plateforme de marque et même aussi dans les guidelines visuels, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Ça marchait bien au début quand ça a été lancé, mais sur le day-to-day, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Typiquement, il y avait des lignes, donc l'identité, elle avait été faite autour de la croissance. Parce qu'on aide les entreprises à faire de la croissance. Donc, tu avais des lignes organiques. Et au final, dans le day-to-day, rien que sur le website, ils n'ont pas pu l'utiliser parce que c'était trop problématique, ça impactait la performance. Dans le design, c'était une galère à produire. Donc, il faut se poser ces questions toujours de est-ce que ma marque, elle fonctionne en day-to-day ? Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer. Et après, c'est surtout... plutôt que de dire est-ce que je dois rebrander, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Là, typiquement, chez Brevo, donc ça va très vite. Hein, on a ouvert énormément de nouveaux marchés. Le produit il se développe énormément. On était sur de l'emailing, on a fait de l'SMS. Maintenant, on va développer aussi toute la partie sales CRM. Comment, au final, ton produit et ta marque arrivent à s'aligner ? Et ça, nous, c'est un enjeu aujourd'hui qu'on a. Est-ce que la vision qu'on avait de la marque versus la version du produit, elle est alignée ? Et comment je la réaligne ? Et après, en fait, soit tu peux la faire sans un rebranding, parce que, au final, elle n'est peut-être pas si éloignée, ou tu as vraiment besoin de faire une rupture. Et là, généralement, il faut que tu ailles chercher un rebranding. Le rebranding, c'est surtout pour moi, c'est quand tu as besoin d'éléments marquants, quand tu as vraiment des grands shifts. C'est là où il faut aller justement chercher de l'impact. Et ça aide même, je trouve, dans la perception de tes utilisateurs et de tes clients de faire un refresh. Chez Malte, on avait fait ça. Tout de suite, ça a été pris en interne. Même la vision, on était plutôt sur le choix, le pouvoir du choix. Et en fait, c'est marrant parce qu'on l'avait présenté, on avait fait une pré-présentation en interne avant le kick-off et le launch live. Et en fait, même dans les 2-3 jours qui suivaient avant que ce soit sorti, on avait des sales en interne qui commençaient à pitcher cette idée du choix. Et là, tu dis, ok, ça a été tout de suite onboardé, ça a été bien pris. Et ça a été vraiment un élément marqueur pour aider une nouvelle croissance en Europe, surtout chez Malte. Il y a deux questions qui viennent. Enfin, il y en a une, du coup, toi, ce que tu dis, c'est un learning quotidien. En fait, tous les jours, je me demande si j'arrive à utiliser ma brand et à un moment, s'il y a un curseur qui fait que j'ai l'impression que je ne peux plus m'en servir, c'est qu'il y a une question à se poser. Et après, tu dis, pour orienter un grand shift de là, on est là, c'est clair qu'on veut changer de direction et donc, du coup, comment ma brand, elle m'accompagne. Ouais. Très intéressant. Et tu parlais d'un deuxième sujet, notamment à ce que tu viens de dire avec les sales. Comment tu fais en sorte qu'un rebranding prenne bien dans une boîte ? C'est souvent un des enjeux. Nous, on a beaucoup les discussions. C'est trop bien, vous allez faire un super boulot avec 5 personnes, souvent le codir, head of brand, head of communication, sauf qu'on est une entreprise de 1000 personnes. Et puis il y a des gens qui vont recevoir un PDF de la nouvelle marque, c'est ça, et voilà. Et donc toi, c'est quoi un peu dans ton expérience chez Malte, notamment, et peut-être chez Brevo sur certains déploiements, comment tu fais en sorte que tout le monde s'approprie la marque et que tout le monde sente ce projet-là et que ça soit un succès réellement et pas simplement une idée, un PDF dans un coin. C'est un travail de longue haleine et je pense que le point clé, c'est communication et collectif. Okay. La marque, c'est partout. Tout le monde est un brand ambassadeur. Et ça, c'est hyper important. Il faut bien le garder en tête justement quand tu fais ces rebrandings parce que tout le monde doit être capable de représenter la marque.
C'est aussi bien tes développeurs que tes sales ou ton support. Normalement, on est tous alignés, on a tous la même vision et une compréhension de ce qu'est la marque et ce qu'elle représente. Et en fait, pour moi, un élément clé quand tu fais un rebranding, c'est déjà recenser en interne les problématiques qu'ont toutes les équipes autour de la marque. En fait, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu connais la marque aussi? Est-ce que tu as des pain points quotidiens auxquels on aimerait qu'on réponde? Donc, ça te permet déjà de te dire, OK, ça, c'est mes challenges internes. Donc, tu as tes challenges externes aussi de positionnement et de déploiement. Mais tu as vraiment tes challenges internes. Et après, pour moi, vraiment, le facteur clé de succès, c'est le collectif. C'est dès le départ, en fait, il faut... Donc, tu as forcément ton codir, parce que ça, c'est important. Mais il faut que tu ailles chercher des brand ambassadeurs dans les différentes équipes. Et tu as des gens qui, naturellement, aiment la marque, ou qui sont plutôt parfois, qui se disent créatifs, ou qui sont attirés par les éléments, par l'environnement marketing. Il faut que tu ailles chercher ces gens-là, parce que tu sais que derrière, c'est eux qui vont être capables de te faire rayonner ce rebranding et de partager les informations. Donc pour moi, l'élément clé, c'est vraiment le collectif, aller chercher les bonnes personnes, les écouter. Et en fait, plus tu avances, plus tu donnes d'informations, plus tu communiques, OK, on est à tel point d'étape, c'est ça qui va arriver avec tes développeurs. On sait à quel point un rebranding, surtout quand il est plutôt fort d'un point de vue visuel, toute la partie produit et dev vont te détester parce que c'est énormément de changements. Donc, comment eux, déjà, tu arrives à les impliquer dans le produit et de leur dire, mais ce n'est pas un rebranding marketing, c'est aussi un rebranding pour vous, pour le produit, comment on va travailler ensemble. Dites-nous quelle est la roadmap qu'on doit suivre. Est-ce qu'il y a des moments où on ne doit pas faire ce rebranding? Et en fait, plus tu as l'effort collectif qui est fort, plus tu vas réussir un rebranding. Et après, ce qui est hyper important juste avant ton rebranding, c'est de créer le momentum. C'est expliquer pourquoi tu as fait ça, parce que les gens ne sont pas bêtes, ils ont besoin de comprendre aussi, et ça les intéresse, à quoi ça va servir, comment dans leur day-to-day, ça va pouvoir les aider. Et donc là, tu prends un peu de temps justement avec les équipes, avec tes brand ambassadeurs justement pour dire, OK, on va aller voir les sales, qu'est-ce que ça donne pour votre pitch, voir aussi si tout de suite, il y a des points aussi qui ne sont pas clairs pour eux et tu réponds. Et puis le jour du release, c'est momentum, on célèbre et on est fiers. Très clair. J'avais 1000 questions du coup. Mais pour reprendre le fil, moi, on a beaucoup parlé de branding. Ouais. Et j'ai envie de parler plein d'autres sujets. Donc, et comme je suis aussi en train de regarder le temps, je me demande quel sujet on a envie d'adresser. Il y a plusieurs choses qui me viennent. On a parlé un tout petit peu de l'IA dans Brevo, mais il y a aussi l'IA dans ton quotidien et avec tes équipes. Donc, je suis curieux de savoir comment vous adressez le sujet et à quel point ça devient important ou pas, au contraire, dans votre day-to-day. Et ensuite, j'ai une question plus sur le travail avec les designers, parce que comme du coup, tu es team lead, tu n'es plus trop dans Figma, j'imagine, à produire. Mais donc, je suis curieux aussi de savoir c'est quoi le rapport que tu as avec comment donner un bon feedback à un designer et comment tu construis cette relation avec l'équipe. Mais voilà, donc on peut commencer par la question sur l'IA, ça m'intéresse. Ouais, avec plaisir. L'IA aujourd'hui, on l'utilise beaucoup. On est vraiment encouragé à utiliser l'IA. Nous, à chaque fois chez Brevo, quand vous utilisez un tool, il n'y a pas de souci, on y va, ça subscribe et on peut tester. Vous avez une politique très ouverte de chacun peut prendre la main et tester quelque chose. Plus ou moins, ouais. On a vraiment des... Donc, en fait, il y a deux IA chez Brevo. Il y a l'IA dans le produit et ça, c'est un sujet. Je ne pense pas que ce n'est pas le but. C'est pour les clients. Et l'autre, c'est comment nous, dans notre day-to-day, on arrive à utiliser l'IA. Donc, nous, on utilise beaucoup Dust avec différents agents qui t'aident notamment sur la knowledge. Et on revient un peu toujours au sujet data. En fait, comment tu arrives à mieux connaître tes clients ou même comment tes équipes en interne elles fonctionnent. Ça, c'est hyper important. Donc, Dust nous aide pas mal là-dessus. Okay. Et aujourd'hui, moi, la problématique, je trouve qu'on a autour de l'IA, et notamment dans mon équipe, c'est aller trouver l'IA utile. Utiliser l'IA pour utiliser l'IA, pour moi, ça ne sert à rien. Mais c'est plutôt te dire,
de quelle IA déjà j'ai besoin et comment ça va m'aider dans mon travail au quotidien. Donc, nous, on l'utilise de plein de manières. Ça peut t'aider déjà pour benchmarker. On a créé même en interne, donc c'est Frédéric dans mon équipe qui a créé un AI agent pour faire des briefs au créa. Ok. Où en fait, du coup, tu mets ta problématique, quelle cible, est-ce que tu veux faire plutôt une campagne ads, est-ce que tu as besoin de faire une vidéo, et ça aide tout de suite à en fait créer plus ou moins un brief avec aussi les connaissances qu'a l'IA de nos clients, et ça aide à accélérer en fait. Donc c'est surtout ça la problématique. En créa, on n'a pas trouvé l'outil magique encore. Ça aide vachement sur tout ce qui est scalabilité, quand tu veux dupliquer, quand tu veux aller chercher aussi beaucoup de tests. Nous, ça nous aide parfois à accélérer le processus créatif quand tu as besoin, avant de faire un mood board, des choses comme ça. Enfin, soit tu allais chercher un rougher, c'était assez compliqué. Et puis, sur un mood board aussi, il faut... En fonction des personnes que tu as en face de toi, si tu lui dis non, mais il faut prendre ça de cette image, ça de cette image, la personne a la capacité à se projeter ou pas du tout. Avec l'IA, tu peux quasiment dire ce sera ça le rendu final. Donc nous, ça nous aide pas mal dans la vitesse du processus créatif. Okay. Pas encore dans l'exécution. Ça te fait gagner du temps avant. J'ai plus besoin de faire un mood board. Je demande à l'IA de prendre 2 éléments. Il me fait une image qui permet à tout le monde de se projeter. Donc ça te fait gagner du temps sur le brief, sur toute cette partie-là. Sur la partie exécution, pas encore, c'est ça? T'as pas encore trouvé la bonne recette? Ouais, on n'a pas trouvé encore la bonne recette. Et en fait, les enjeux qu'on a, c'est de se dire, surtout toutes les opérations, toutes les tâches qui sont plutôt avec un ROI assez faible, tout ce qui est déclinaison, typiquement, comment on pourrait ça les automatiser pour qu'on gagne du temps, pour que les designers en fait puissent passer du temps sur des problématiques qui ont un gros ROI. Moi, je préfère qu'un designer passe à réfléchir 2 jours sur une problématique créative pendant qu'un IA nous fait des déclits, qu'il passe 2 heures à réfléchir sur une grosse problématique et pendant le reste des 2 jours, il fasse de la déclit de bannière, quoi. Donc, c'est comment on arrive à dégager du bon temps pour réfléchir sur des vraies problématiques plus fortes, en fait. Puis même pour les équipes, c'est vachement plus challengeant et plus intéressant, en fait. Ouais, c'est clair. Franchement, et je trouve ça très intéressant que tu aies parlé que vous avez quand même mis en place des agents IA. Et je suis très curieux, du coup, ça me pousse à la curiosité de me dire comment vous avez utilisé Dust et c'est quoi un peu les use cases que vous avez identifiés. On va peut-être pas avoir le temps d'en parler là parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ça se trouve, c'est peut-être un truc auquel on pourra réfléchir ensemble pour essayer de sortir un petit guide un peu des agents IA pour des équipes marketing, brand. Je trouve que c'est un truc qui pourrait vachement servir, en fait, je pense, à d'autres personnes. Donc, je trouve que ça doit être super intéressant d'aller dans ce détail-là. Et du coup, pour faire le lien avec ma question de tout à l'heure, mais sur la partie sur les designers, je suis curieux de savoir un petit peu comment tu travailles aujourd'hui avec les designers. Et comment il y avait un peu cette partie brief, mais après c'est aussi quand tu reçois le travail des designers. Je sais que c'est un vrai sujet nous au quotidien, soit quand on montre notre travail en tant qu'agence, comment on travaille aussi en interne sur la partie de comment tu gères le feedback un peu sur la partie créa. Alors moi dans l'équipe déjà on a un lead design qui est Sarah, donc qui gère vraiment la partie opérationnelle day to day du design. Sur le feedback, moi aujourd'hui, ce que j'ai dit à mes équipes, c'est que déjà, le design, c'est une réponse visuelle ou émotionnelle à une problématique. C'est assez bateau, mais c'est important de le rappeler régulièrement aux équipes. C'est pas juste faire du beau pour du beau. J'aimerais, mais c'est pas toujours le cas. Moi, je les encourage énormément à tester et à vendre. En fait, je pense que 50% d'une bonne idée, c'est comment tu arrives à la vendre. Et moi, ce que je les encourage à faire aussi, quand on fait des team meetings ou quand on revoit justement en fait, leurs propositions, je lui dis, montre-moi tes échecs. Montre-moi ce que tu as testé, en fait. Et comme ça me permet, et ça nous permet de comprendre quel est ton fil directeur pour arriver à cette solution, en fait. Et peut-être dans ce que tu as testé aujourd'hui, ça ne marche pas, mais ça peut être une super idée pour autre chose. Donc le but pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de pousser les équipes à tester plusieurs choses,
à aller aussi trouver les limites des guidelines, parce que pour moi, des guidelines, c'est pas des contraintes, c'est pas une boîte dans laquelle tu dois rester, c'est plutôt comment ton carré, tu arrives un peu à le transformer en rond pour que ça fonctionne c'est un toujours. chemin un peu large plus que... Ça doit être un asset vivant, en fait. Exactement. Ouais. D'accord. Et certaines personnes voient vraiment des guidelines comme quelque chose de très strict. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu arrives à créer aussi de l'aspérité dans une marque. Tu vois, typiquement là, on va lancer des livres blancs. J'étais là, en fait, sur ta couve. Alors, c'est un PDF, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus excitant. Je lui dis, mais tu vas dans les librairies. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Tu regardes les couvertures. Qu'est-ce qui t'excite justement dans les. Est-ce que c'est brillant et tout ça? Je lui dis, fais la même chose. Ça va être le début, pousse loin, fais plusieurs pistes, une qui est peut-être on-brand, une qui est on-brand plus, et une qui est assez éloignée de la brand. Et après, moi, je préfère potentiellement avec les équipes se dire, attends, là, t'es allé trop loin, on va ramener un petit peu et recentrer sur l'identité de la marque, que être confronté à quelque chose qui est très... pas scolaire, mais qui suit complètement les guidelines, et derrière, aller pousser les équipes, c'est toujours plus compliqué, je trouve, de pousser que de ramener. Ouais. Donc ça, c'est un peu le mindset que j'essaye de mettre en place dans les équipes, d'aller chercher beaucoup de tests, de garder les échecs pour toujours comprendre et pitcher. Une idée, un design, c'est un pitch, c'est une histoire. Donc pourquoi tu en es arrivé à ce rendu-là? Pourquoi tu as utilisé telle couleur? Et c'est déjà 50%. Très intéressant cette approche sur le test. Je trouve de montrer ses échecs pour contextualiser. Nous, on dit toujours c'est important de contextualiser, d'amener de l'information, mais c'est vrai qu'on ne fait pas ce sujet-là de montrer des échecs. Et c'est souvent les échecs qui vont amener la conclusion de en fait, le meilleur résultat, c'est celui-là, alors qu'en effet, le résultat seul n'aurait pas forcément parlé. Très intéressant d'avoir cette approche. Ouais. Et je suis content de t'entendre dire que le plus important, c'est la vente. Et en fait, on a parlé même au tout début, quand tu t'es présenté, que tu es un peu allé dans la vente d'abord. Et en fait, tu as beau faire les meilleurs visuels et la meilleure créa, si tu ne sais pas vendre ton concept, ça peut être la meilleure idée du monde, ça ne va jamais fonctionner. Donc, dans ça, je suis tout à fait aligné. Écoute, très content d'avoir pu aborder un peu tous ces sujets ensemble. Comme je le disais, on a parlé de brand, on a parlé de beaucoup de brand, mais c'est très bien. Je pense que tu as évoqué pas mal d'exemples entre Malte et Brevo. On a parlé aussi d'IA, là, un petit peu plus de design. Et donc là, pour finir l'épisode, on a des petites questions un peu snack content, hot takes, rapides. Voilà, tu peux prendre 10-30 secondes pour y répondre, bien évidemment, pour justifier un petit peu ton idée. Mais voilà, c'est juste pour essayer d'animer un petit peu la fin de la discussion. Ça marche. Okay. Alors, première question, c'était quoi ton tout premier job? Et je parle pas de la carrière, je parle vraiment du tout premier job qui était un petit peu... Mon tout premier job... Petit truc où tu as gagné 50 €, quoi. J'ai fait rapidement mes saisons, moi, au Sable d'Olonne. Okay. J'étais saisonnier et je vendais des glaces en face de la mer. Okay. Ice cream dealer, pour rendre ça un peu sexy. Ouais, le titre LinkedIn, quoi. Le titre LinkedIn, à rajouter sur LinkedIn. Est-ce que, autre question, c'est est-ce que tu penses que tes études t'ont vraiment servi? Oui. Oui, elles m'ont servi. Je ne pourrais pas dire si elles m'ont servi dans un sens où ce que j'ai appris, je peux l'appliquer directement dans mon day-to-day. En revanche, je pense que ça m'a vraiment servi dans la compréhension notamment du fonctionnement d'une boîte, de travailler avec des équipes, de collaborer avec des gens, l'ouverture d'esprit, aller challenger et comprendre à quelle problématique tu dois répondre. C'est plus la mécanique et le fonctionnement. Ouais, ça m'a aidé. Ouais. Ok. C'est quoi le tips, ou pas forcément le type, mais qu'est-ce que tu regardes vraiment quand tu recrutes quelqu'un? Les valeurs. Les valeurs, je pense que c'est le plus important. Et c'est aussi, je reviens à la marque, mais quand tu construis une marque, c'est les humains. Est-ce qu'ils fit avec ce que tu es en train de construire? Alors, il ne faut pas qu'on soit tous dans le même moule, et je pense que la diversité, ça en fait partie. Mais quel est le tronc commun en fait, qui rassemble tous ces gens ensemble? Il faut trouver justement ces petits éléments, et ça, pour moi, c'est hyper important, l'humain. Les skills, bien évidemment.
Mais l'humain, on voit quasiment plus ses collègues que ses conjoints parfois. Donc, c'est hyper important et c'est un point clé pour moi. C'est quoi une compétence que tu penses sous-cotée, que tu dois développer assez tôt dans ta carrière, que ce soit une soft skill ou hard skill? Truc que les gens ils ont tendance à oublier. L'importance de fédérer. Je pense sur tes projets, sur tes ambitions, aller chercher les bons stakeholders et en faire des partenaires, que ce soit un petit ou un gros projet. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui permet d'expliquer et de rayonner aussi personnellement et d'un point de vue business aussi. Je pense que c'est important. Je te laisse aussi poser des questions. Comme ça va. Je switch un petit peu. La question, c'est en gros, qu'est-ce que si tu sais pas ce que tu faisais aujourd'hui, qu'est-ce que tu Ah fais? oui. Mais t'as pas le droit de répondre à la photographie. Ok. Si tu devais refaire ta carrière et faire autre chose de ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? J'ai pas le droit de répondre Et photographe, t'as c'est pas ça? le droit Et t'as pas le droit de répondre répondre. photographie. Si je dis tireur photo, ça marche ou pas? Un métier manuel, je pense. Dans la nature. Alpiniste, ouais, si j'avais les Ok. moyens techniques et physiques, pourquoi pas? Aller chercher un peu les extrêmes. Trop bien. Moi, j'ai une question. À quel point, selon toi, un head of brand a besoin d'avoir une fibre artistique? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est important? Et comment on la développerait? Oui. Oui, c'est important. Et en fait, l'art, c'est plein de choses. Ça peut être la musique, la photo, la peinture. Et je pense que tu as besoin d'avoir une sensibilité. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des connaissances, mais tu as besoin d'avoir une sensibilité. Et ça, c'est hyper important. C'était quoi le reste de la question, pardon? Et comment tu la développerais si quelqu'un se disait c'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai pas vraiment cette fibre artistique? Comment tu l'initierais à développer cette fibre-là? Je pense que j'encouragerais les gens à échanger et à découvrir. En fait, aller faire une exposition, photo, peinture, ou même en fait quand tu regardes des séries, je trouve que c'est important aussi d'aller chercher aussi quelles sont les inspirations. Je sais pas si vous avez vu Severance dernièrement, mais en fait pour moi c'est une beauté. Et en fait derrière tu regardes les inspirations, c'est beaucoup de Dieter Rams. Donc après tu arrives sur le Bauhaus et tu comprends en fait pourquoi cette tendance design est arrivée en Allemagne et tout ça. Donc je pense que la curiosité c'est hyper important dans la créativité et c'est comme ça que tu l'entretiens aussi. Et dernière question, c'est un peu le début de l'année. Tu as parlé que chez Brevo, ou quand tu vas voir les GM, tu leur demandes de choisir un seul objectif. Donc c'est quoi un peu toi ton objectif de l'année? Ça peut être perso, c'est pas forcément lié à Brevo, quoi. Les objectifs de l'année, je pense, c'est fédérer autour de la marque chez Brevo, aller vraiment accélérer, nous, réseaux sociaux, contenu. C'est un élément qu'on sous-exploite aujourd'hui, tout en prenant du plaisir. Je pense que c'est ça les objectifs. Parfait. Toujours kiffé. Toujours kiffer. Allez. Trop bien. Écoute, super. On a fini cet épisode du Climb Podcast. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode, de nous avoir partagé tous ces insights. Franchement, on a appris pas mal de choses, je pense, et tu as partagé beaucoup de tips. Donc voilà, un grand merci. Merci de m'avoir invité. Et, Très riche. Tu es rentré dans plein de détails très importants, je trouve. On n'est pas resté en superficie et c'est vraiment très intéressant de voir un peu tout ton parcours, ce que tu as pu faire et sur chacun des points, comment tu prends le lead pour atteindre tes objectifs. Très, très clair. merci beaucoup. Merci beaucoup.